Bonjour à tous, cher public. Nous avons l'habitude de vous accueillir d'habitude à la Cité de l'Espace, mais nous sommes très heureux ce soir de pouvoir vous accueillir en ligne dans ce contexte très particulier pour les rendez-vous espace qui sont organisés en partenariat avec le CNES et la 3AF. Donc ce soir, nous allons parler de la coopération spatiale franco-indienne et je vais donc laisser la parole à Nicolas Pillet qui va animer cette rencontre, vous présenter nos intervenants et vous parler un peu du fonctionnement de ce webinaire et de comment vous pourrez poser des questions. Et moi, je vous retrouve tout à l'heure à la fin du webinaire. Merci. Merci beaucoup Sandra, et donc bonsoir à tous. Je reprends donc la main et donc bienvenue à ce webinaire qui est un peu expérimental pour nos rendez-vous espace. Donc on espère que tout va bien se passer, surtout qu'on a beaucoup d'intervenants ce soir. Donc commencer par les présenter. Alors je présente tout d'abord un intervenant virtuel qui interviendra en vidéo, qui est Mathieu Weiss, va intervenir au tout début, puisqu'il est à 8000 km de chez nous, à Bangalore. Et il a enregistré cette vidéo cet après-midi, et voilà, parce qu'actuellement, il doit être 2 ou 3 heures du matin. Et il nous présentera un petit peu les fondements de la coopération spatiale franco-russe. Lui, Mathieu Weiss, représente le CNES et l'agence spatiale et le spatial français en Inde, hein, donc à l'ambassade de France en Inde. Ensuite, je donnerai la parole à Selma Cherchali, qui est en charge avec des applications du CNES, en charge de programmes d'observation de la Terre et notamment de coopération sur le climat et l'observation de la Terre avec l'Inde. Donc, elle nous expliquera donc les coopérations en matière de satellites avec l'Inde. Puis, nous basculerons sur le domaine du vol habité avec deux interventions, enfin une intervention à deux mains, de Audrey Berthier, qui est directrice du MEDES, tout récemment d'ailleurs, et qui s'est investie sur le vol habité et notamment sur ce qu'on est en train de monter avec l'Inde. Et ce montage nous sera un peu expliqué par Pierre Bousquet, qui est au CNES au sein de la direction scientifique, et qui je confonds pas par Pierre Bousquet, par Sébastien Rouquette, pardon. Et comme voilà, Sébastien Rouquette qui nous parlera du montage du CNES avec les Indiens, du montage spatial dans le domaine des vols habités. Puis Pierre Bousquet, que je citais tout à l'heure, présentera une coopération qui vient de l'expédientaire sur Vénus avec l'Inde, un petit projet. Pierre Bousquet travaille sous direction sciences du CNES. Et puis nous terminerons par le côté académique, le volet académique, avec deux intervenants, Mikhail Stepanov, donc qui est en charge des relations internationales à Supaéro, l'ISAE, et qui nous présentera ce qu'il développe avec l'université indienne, et puis Cordula qui nous présentera, qui est donc en charge d'un certain nombre de masters et enseignante à la Toulouse Business School, et qui nous présentera aussi les initiatives d'enseignement, de partenariat avec l'Inde. Voilà. Bon, j'en ai fini. C'est un peu long et on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, j'essaierai d'animer au mieux, voilà, ces présentations et de faire le lien. Et quelques consignes. Donc, merci de garder vos micros fermés et de ne pas intervenir par oral pendant les présentations. Il y aura une séance dédiée à la fin, s'il nous reste du temps, parce que les présentations sont quand même, la soirée va être assez riche. Si vous avez des questions, vous avez dans votre application, là, dans le lien, vous avez le question and answer, un Q&A. Vous mettez vos questions là, elles seront récupérées et on pourra donc les traiter à la fin des présentations. Voilà. Donc, je répéterai peut-être ce message s'il y a des participants qui nous rejoignent en ligne. Voilà. Eh ben, écoutez, je vous propose de passer à la vidéo de Mathieu Weiss, donc depuis Bangalore. Partons à Bangalore et plongeons-nous dans cette coopération spatiale de plus de 50 ans entre la France et l'Inde. Voilà. Merci d'envoyer. Bonsoir. Je suis très heureux d'être avec vous à 8000 km depuis Bangalore pour vous parler de l'aventure spatiale franco-indienne. Alors on a tendance à l'oublier, mais l'Inde est un acteur très ancien du spatial, puisque dès le début des années 60, l'Inde a lancé
pour la première fois en 1963, avec déjà une charge utile française qui a été ramenée à l'époque par le professeur Blamont. Et en 1964, le CNES a signé son premier accord de coopération spatiale avec l'Inde pour le lancement des fusées sondes. Alors il y a eu 65 Centaures lancés depuis le sud de l'Inde et quelques Dragons. Au début, ces fusées sondes étaient envoyées depuis la France dans des caisses en bois et les Indiens ont demandé à savoir les fabriquer eux-mêmes. À la fin, les fusées étaient fabriquées en Inde, lancées depuis l'Inde, et ça a été le début des lanceurs spatiaux indiens. Alors, cela a continué jusqu'à nos jours sans s'arrêter. Il n'y a jamais eu de rupture dans cette coopération et c'est important de le remarquer. Nous avons eu dans les années 70 le développement du centre spatial de Sriharikota qui a été fait en partenariat avec des ingénieurs français qui sont venus ici, qui étaient ceux qui avaient développé le centre spatial guyanais à Kourou. Aujourd'hui encore, quand je vais à Sriharikota, il y a des choses qui me rappellent indéniablement Kourou, d'une manière très anecdotique, mais très concrète aussi. Et cela montre la proximité entre les deux communautés spatiales. Au milieu des années 1970, il y a une quarantaine de familles d'ingénieurs indiens qui se sont installés à Vernon pour co-développer le moteur à propulsion liquide Viking, qui est le résultat d'un travail conjoint entre les ingénieurs français et les ingénieurs indiens, et qui a équipé évidemment la famille Ariane d'un côté, mais aussi les lanceurs indiens PSLV, GSLV, jusqu'à aujourd'hui de l'autre côté. Alors, ces ingénieurs sont venus en famille. Ça veut dire qu'ils se rencontraient, ils se voyaient le week-end, ils se racontaient des histoires de l'Inde, des histoires de la France, ils faisaient la cuisine les uns pour les autres. Et cela a créé une relation absolument unique. Certains de ces ingénieurs sont devenus des patrons du spatial indien et aujourd'hui encore, nous vivons sur cette histoire absolument fantastique et je crois que ce n'est pas de la coopération. Vous savez, on fait de la coopération avec beaucoup de pays dans le monde, mais là c'est beaucoup plus profond, c'est beaucoup plus que du travail, c'est quelque chose qui est ancré au plus profond de nos partenaires indiens qui le savent très bien. Tout le monde sait ici que la France est un partenaire incontournable. C'est moins connu en France, mais je pense que ceux qui ont travaillé avec l'Inde et mes collègues, mes amis tout à l'heure vous en parleront, ne l'oublient jamais parce que c'est une relation qui va au-delà du partenariat professionnel. Alors, c'est aussi une relation qui vous apprend beaucoup de choses. Parce que, si vous voulez, on fait du spatial d'une manière à peu près similaire à Washington, à Tokyo ou en Europe, mais on fait du spatial différemment quand on est en Inde. Et cette façon de faire différente, je pense qu'elle est très instructive, surtout en ce moment. Alors, évidemment, on fait moins cher. Je dirais qu'on a eu tendance en France à fabriquer des Formule 1 alors que les Indiens depuis le début fabriquent des Jeeps. Alors c'est robuste, il y a moins d'options, mais ça remplit sa tâche. Donc cette manière de faire, elle se reflète aussi dans les calendriers, elle se reflète dans la manière de gérer un programme. C'est-à-dire qu'ici, pour monter une mission interplanétaire, pour ne prendre que cet exemple, on commence à y travailler peut-être 2 ans et demi avant. Et en Europe, dans les autres pays occidentaux, on prépare 10 ans, peut-être au minimum 5 ans avant. Là, on est dans des calendriers rapides qui font que nous aussi, quand on travaille avec nos partenaires indiens, on est obligé de s'adapter et on est obligé de voir comment ces règles-là
peuvent être coordonnées ou comment elles peuvent s'adapter à nos règles à nous. Et je crois que l'intérêt, il est là. C'est-à-dire que l'intérêt n'est pas de faire comme eux, l'intérêt est de trouver un juste milieu entre les deux modes, entre la Jeep et la Formule 1. Et je pense que on a tous suivi la révolution qui a eu lieu dans le secteur des lanceurs. On est tout à fait dans cette recherche du juste milieu, et une révolution est en cours aussi dans le secteur des satellites. Et ce juste milieu sera forcément trouvé. Et pour avoir été ici depuis assez longtemps, je pense qu'on aurait intérêt vraiment à regarder ce que font nos amis indiens pour chercher ce juste milieu. La coopération avec l'Inde dans le domaine des satellites a été fabuleuse, puisqu'on a aujourd'hui des satellites franco-indiens en orbite, et on en a d'autres qui sont en développement. Alors, ce sont des satellites franco-indiens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fabrique un satellite ensemble, donc il nous coûte la moitié du prix, mais on a accès à l'ensemble des données. Donc l'intérêt d'un tel partenariat va sans dire, et ça a été fait avec les applications, les satellites, la flotte de satellites climatiques que nous développons ensemble, mais c'est fait aussi dans le domaine de la science, puisque les Indiens ont commencé à faire des missions interplanétaires, et il est de notre intérêt de travailler avec eux pour embarquer sur ces missions et permettre à la communauté scientifique française de profiter de ces missions vers la Lune, Mars, Vénus. Nous allons avoir un instrument français sur la prochaine mission indienne vers Vénus. C'est quelque chose qui sera un grand événement pour la communauté spatiale française. Alors, quand les Indiens ont voulu faire du vol habité, ils ont eu le réflexe naturel de se tourner vers nous en nous disant, en nous demandant si on pouvait les aider. Il y a bien sûr un challenge extraordinaire à faire, à développer toutes les technologies pour le vol habité en Inde, mais il y a des choses que nous avons déjà faites et qu'il n'est pas nécessaire de réinventer, et pour lesquelles le gouvernement français, le président du CNES, ont tout de suite donné leur accord en disant évidemment c'est dans le sens de l'histoire, et la France sera un partenaire de ce programme indien de vols habités. Alors je pense que aussi vous en parlerez tout à l'heure, mais c'est quelque chose qui montre la proximité de nos deux pays, puisque je crois qu'on a signé un accord dans le domaine des vols habités moins d'un mois après que le Premier ministre indien ait fait son annonce et a annoncé au monde que l'Inde allait développer une capsule avec des astronautes. Alors, ces développements dans le domaine du climat, dans le domaine de la science, nous montre aussi qu'on travaille sur tous les secteurs avec l'Inde. Récemment, lors des dernières rencontres entre le président de la République et le Premier ministre indien, il a été décidé que les deux pays allaient développer ensemble une constellation de satellites pour la surveillance maritime. C'est un besoin extrêmement prégnant pour l'Inde, et l'Inde nous a demandé notre soutien sur ce qui va être quelque chose d'extraordinaire, parce que ça va être le premier outil global de surveillance maritime, et ça va être aussi la première constellation de satellites fabriquée par deux pays. C'est quelque chose d'assez unique, et cela montre que nous sommes en train d'évoluer vers une coopération de nature stratégique qui s'inscrit dans cette démarche vers une stratégie indo-pacifique, donc une politique étrangère indo-pacifique qui est actuellement une tendance absolument essentielle dans notre politique étrangère. Et ce rapprochement avec l'Inde nous portera probablement vers des rapprochements dans le domaine aussi de la politique spatiale
de sécurité et de défense. Ce sont probablement les programmes du futur. Et nous ne pouvons que nous réjouir du fait que dans cette coopération qui est, encore une fois, plus qu'une coopération, c'est plus une alliance entre deux partenaires d'excellence, nous soyons la France en pointe, parce que je suis ici le seul représentant d'une agence spatiale étrangère. La France réussit à travailler avec l'Inde malgré ce qui est compliqué. C'est-à-dire, c'est compliqué de travailler avec l'Inde, mais c'est compliqué pour l'Inde aussi de travailler avec nous. Ça va dans les deux sens. Mais d'autres ont essayé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je crois que, et cette soirée est là pour l'illustrer, la France a réussi quelque chose en Inde et nous devons nous construire, nous appuyer sur ce succès absolument phénoménal. La France a réussi quelque chose que d'autres n'ont pas réussi à faire. Nous sommes ici dans une position de force et nous sommes ici dans une position où nous avons encore énormément de choses à faire avec l'Inde. Alors, je le répète, c'est souvent méconnu. Quand on parle de coopération spatiale, on parle naturellement des États-Unis, de la Russie, du Japon. On parle moins de l'Inde. Mais savez-vous qu'en volume, le deuxième partenaire du CNES après la NASA, c'est désormais l'ISRO, l'agence spatiale indienne. Alors, sur ces mots, je vais vous laisser discuter de tout cela avec une pensée pour les gens qui sont en confinement. Et voilà, je n'ai pas pu venir cet été en France. J'espérais pouvoir venir cet hiver, mais on verra. À bientôt. Bon, merci à Mathieu. On aimerait le remercier ensuite avec la présentation, donc avec Selma Cherchali, donc du CNES. Selma, le plus simple, c'est que tu présentes toi-même, tu prennes la main. Ok. Oui, Nicolas, c'est bon pour toi? Je vais essayer de partager l'écran. Voilà, partager l'écran. Non, Alors. Est-ce que vous le voyez là? Non. Alors, pas pour l'instant. Et là? Vous voyez là ou non? Non, c'est pas diffusé encore, non. Alors, sinon, j'essaie de la récupérer parce que tu m'as envoyé. Alors, Je t'ai envoyé en PDF, mais ce qui est bizarre, voilà, attends. Je pense que ça va le faire. En fait, j'ai pas la main sur démarrer le partage. Bon, alors, on va régler ça. Petit problème technique du temps réel. On va. Alors, je recherche le mail. Attends, c'est en train d'arriver, je pense. Hein. Peut-être que c'est en train de se télécharger. C'est l'inconvénient du direct. Bonsoir à tous. Alors, ben, sinon, je vais. Ah, ben ça y est, voyez, on y est là. Je ne sais pas ce que vous Voilà, voyez. c'est bon. Vous voyez quelque chose? On voit la première planche là. Le PowerPoint est affiché. D'accord. Oui, vous me dites. Donc, vous me dites si. Est-ce que vous le voyez bien là? Oui, c'est bien. C'est bien? C'est bien. Bon, ben, on démarre alors. Oui.
Oui, en avant. Donc, voilà, bonsoir à tous. Et tout d'abord, je tiens à remercier l'équipe organisatrice et Nicolas particulièrement pour cette invitation qui nous permet effectivement de faire un zoom important sur cette coopération franco-indienne dans le domaine de l'observation de la Terre et de l'apport des données spatiales pour les enjeux climatiques. Donc, comme vous le savez, le programme d'observation de la Terre du CNES, bien sûr, il y a des données spatiales, mais pour répondre à ces enjeux climatiques dans le cadre de l'accord de la COP 21 ou pour répondre à l'agenda de l'ONU sur les objectifs du développement durable, il est évident que l'apport du spatial est essentiel, mais complètement combiné à d'autres observations in situ et bien entendu les modèles pour adresser l'ensemble du compartiment du système Terre qui sont listés ici, sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Et donc, c'est tout l'enjeu du programme. Alors, la définition du programme d'observation de la Terre du CNES répond tout d'abord à des besoins scientifiques qui nous sont recommandés à l'issue de réguliers séminaires de prospective, le dernier ayant eu lieu au Havre en octobre 2019. Et ces recommandations sont des données d'entrée importantes pour l'implémentation de nos programmes, en tenant en compte bien évidemment du contexte européen dans le cadre des programmes Copernicus ou Earth Explorer ou les programmes météo, mais bien entendu le sujet d'aujourd'hui c'est aussi nos coopérations bilatérales avec un grand nombre d'agences et bien entendu l'ISRO, l'agence spatiale indienne que Mathieu a très bien présenté tout à l'heure. Alors, les enjeux climatiques, c'est très important de comprendre ce contexte de plus en plus malheureusement prégnant. Et la question que se posent bien entendu les scientifiques, c'est quel climat on va avoir demain dans un contexte d'augmentation du niveau de la mer, on va le voir, de fonte des glaciers, de la neige au niveau des montagnes bien entendu, et de la température qui n'arrête pas d'augmenter. Et donc tout l'enjeu, c'est comment on va améliorer ces modèles de prédiction avec des observations et des spécifications de besoins en observation qui montrent des tendances fortes en termes d'amélioration continuelle de résolution spatiale, donc des données de plus en plus fines, spatialement et temporellement, pour adresser les échelles finalement où se passent ces impacts du changement climatique, à savoir les échelles continentales, mais plus régionalement et plus localement de plus en plus. Et dans ce contexte, et en particulier dans cette coopération avec l'Inde, un des enjeux majeurs est bien évidemment l'impact de ce changement climatique sur tout ce qui est cycle de l'eau et en particulier les ressources en eau, comme je le disais, pour des enjeux de prédiction d'inondation, de périmètre d'irrigation dans un contexte de sécheresse. On y reviendra avec des missions qui sont en développement de plus en plus prégnantes sur les enjeux d'irrigation, qui sont vraiment le faire-valoir de l'agriculture en particulier en Inde, mais même à nos latitudes aujourd'hui. Et donc, l'enjeu, c'est de préparer des missions qui répondent à ces besoins, tout en continuant à améliorer de manière scientifique et technique, et vous verrez, ces échelles de perception avec des mesures de plus en plus innovantes. Alors, le système climatique, il est très complexe. On parle beaucoup de climat, mais quand on parle de système climatique et d'impact, il faut considérer l'ensemble des compartiments du système Terre qui sont adressés ici, mais ne jamais oublier aussi l'impact des activités climatiques des activités humaines sur ce système climatique. Et malheureusement, avec les données spatiales aujourd'hui, on montre de toute façon ces tendances. Vous le voyez avec une illustration en bas à gauche de la fonte des glaciers, là au Groenland, de 1993 à l'heure d'aujourd'hui. Vous voyez une tendance vraiment catastrophique, sans être pessimiste, mais c'est un constat. Et puis l'augmentation évidemment du carbone dans l'atmosphère. Ici un exemple aussi qui nous est fourni par un observatoire que soutient la NOAA, un de nos coopérants aussi. Et puis une courbe emblématique sur lequel le CNES évidemment est un acteur majeur avec l'ensemble de la communauté scientifique, utilisatrice, opérationnelle aujourd'hui au niveau Copernicus. Et vous verrez que notre coopération avec l'Inde a contribué à améliorer et à affiner cette tendance de l'augmentation du niveau de la mer, dont vous avez ici les tendances moyennes, 3,25 mm par an, plus ou moins 0,3. C'est exceptionnel d'arriver à des précisions de cette nature-là. Et vous voyez malheureusement que on le verra plus tard, cette augmentation du niveau de la mer, elle a aussi des conséquences en particulier sur les enjeux côtiers. 60% de la population mondiale vit aujourd'hui sur les côtes et donc comment cela se traduit-il? Vous verrez que
une des missions que je vais vous présenter, Saral Altica avec l'Inde, a contribué justement à commencer à approcher ces enjeux côtiers par rapport aux missions classiques traditionnelles sur lesquelles le CNES est bien sûr un des pionniers avec la NASA. C'était les missions Jason, bien entendu. Alors, ce système climatique et ces faits que j'ai essayé de vous illustrer très rapidement avec ces tendances, aujourd'hui, la recherche se concentre au-delà des compartiments un peu séparés d'adresser ces enjeux à travers les cycles. Le cycle du carbone, vous le voyez ici illustré, le cycle de l'eau et puis le cycle global d'énergie. Je vais concentrer mon propos et vous verrez qu'il y a une vraie cohérence dans le cadre de cette coopération avec l'Inde pour adresser cet enjeu majeur du cycle global de l'eau. Et je vais l'illustrer très rapidement à travers une équation que nos scientifiques, bien sûr, nos hydrologues connaissent très bien. C'est le bilan global, le bilan hydrologique qui est supposé être fermé et qui est illustré par le fait que, en fonction de la précipitation qui tombe, si vous enlevez l'évapotranspiration des plantes ou des sols, d'ailleurs on parle d'évaporation ou d'évapotranspiration, plus qui ruisselle, vous avez cette équation qui est illustrée. Et il se trouve qu'aujourd'hui, le contexte spatial est très riche en termes de données d'observation qui vont alimenter ce bilan hydrologique, mais malheureusement à des échelles ou des résolutions spatiales et temporelles qui sont très différentes. Et ce que je voulais illustrer ici dans ce cycle global de l'eau, c'est l'apport fondamental de 3 missions que le CNES a en coopération avec l'ISRO, avec l'Agence spatiale indienne, la mission mégatropique, sur laquelle je vais revenir, la mission altimétrique Saral Altica, et puis une mission qui est en développement, qui a débuté, la mission Trishna. Alors, le programme du CNES pour faire ces missions, bien entendu, c'est pas que le développement de la mission elle-même, il inclut un certain nombre d'activités qui sont en amont de ces missions, des missions, des activités de R&T, bien entendu, des phases de démonstration, de proof of concept, des phases 0, et puis, bien entendu, ce que je disais, un soutien à la communauté recherche à travers notre centre technique d'excellence pour pouvoir, évidemment, proposer des partenariats à nos partenaires privilégiés dans l'Inde et proposer, bien sûr, des missions. Donc, ici, juste pour vous illustrer aujourd'hui le panorama de ces missions, avec, comme je le disais, et Mathieu l'a rappelé tout à l'heure, en termes de volumétrie d'activité et de coopération, l'ISRO effectivement arrive en deuxième position si on devait les classer, après la NASA qui est aussi un partenaire historique du CNES depuis plus de 30 ans. Je ne m'attarde pas là-dessus, donc je ne sais pas si Nicolas, les planches seront distribuées, mais en tous les cas ici vous avez tous les programmes en exploitation et vous noterez donc la mission Mégatropique qui a été lancée en 2011 et la mission Saral Altica sur lesquelles je reviendrai bien sûr, qui a été lancée en 2013. Et puis les missions en développement, on a toujours une mission en développement qui vient de débuter avec l'Inde, qui est la mission Trishna, et dont le lancement aujourd'hui est prévu fin 2024, début 2025. Alors la coopération, c'est un driver, une ambition, je dirais, du CNES depuis son origine. Mathieu l'a rappelé très très bien. Et donc là, je vous illustre bien sûr dans le cadre du futur, notre roadmap issu du séminaire de prospective scientifique du CNES du Havre de 2019. Et il est apparu en orange un certain nombre de missions prioritaires sur lesquelles le CNES doit continuer à travailler en partenariat avec nos partenaires privilégiés. Donc, je vous ai listé ici la NASA avec le futur observatoire ACCP, donc c'est pour les aérosols, les nuages, les précipitations, qui fait suite à Calypso pour ceux qui connaissent, et puis Mégatropique, qui fait suite aussi Mégatropique dans la constellation GPM, on l'espère. Et puis la coopération avec l'ISRO, vous le verrez, qui se concrétise aussi avec Trishna. Et bien entendu, il y a une volonté politique très forte de continuer la coopération avec la Chine sur ces enjeux toujours de cycle de l'eau. Je ne sais pas sur les enjeux carbone, on a encore beaucoup de missions en développement aussi côté CNES. Donc, on a 3 filières d'excellence au CNES, tout le monde le sait, la filière imagerie, la filière altimétrie, et puis le sondage atmosphérique. Et il se trouve, et c'est peut-être pas un pur hasard, que notre coopération avec l'Inde, c'est sur les 3 volets, Trishna dans l'imagerie infrarouge thermique, mais aussi optique visible comme contribution de la part indienne,
l'altimétrie et puis le sondage atmosphérique avec les radiomètres micro-ondes mégatropiques. Donc si je zoome sur chacune des missions, donc la mission mégatropique, en fait, c'est une mission très très originale hein, qui a été lancée donc en 2011 et qui en fait présente une grande qualité d'instruments qui sont très très stables et une orbite surtout très originale puisque c'est une orbite donc tropicale. Hein, vous avez ici les caractéristiques hein, entre 23 degrés nord et 23 degrés sud, et qui permet sur cette zone tropicale des revisites fréquentielles temporelles très très élevées. Et ce qui fait que cette orbite très originale permet à cette mission en fait de croiser beaucoup d'autres missions, que ce soit des géostationnaires ou des missions à orbite et vous verrez les conséquences en termes d'application et d'innovation scientifique par rapport à cette orbite très très particulière. Donc c'est une vraie coopération entre les deux agences, l'ISRO fournissant le satellite et le CNES, les deux instruments principaux. Initialement il y en avait 3 qui sont Saphir et Scarab. Alors, l'histoire, elle est effectivement, Mathieu rappelait que l'Inde avait une pratique, je dirais, de développement des missions qui n'est pas dans la culture historique du CNES. On dit qu'il faut que ça aille vite. L'idée au CNES de cette mission, elle a émané lors du séminaire de prospective de 1993. En 98, la mission a changé de nom et est devenue Mégatropique. Et en fait, il a été donc décidé de conduire cette mission en coopération avec les Indiens et le lancement a été effectué en octobre 2011. Depuis 2011, beaucoup de choses se sont passées, une moisson de résultats scientifiques sur lequel je vais vous présenter quelques zooms, hein, sans trop m'y attarder, et avec beaucoup de workshops conjoints, effectivement, entre la France et l'Inde. Et on vient de décider récemment, pas plus tard que le mois dernier, l'extension de cette mission au-delà de 2021, parce que vous allez voir, avec une innovation technologique, je disais une qualité d'instrument remarquable, de stabilité, une innovation scientifique, beaucoup d'agences opérationnelles de prévision numérique du temps se sont intéressées à ces données et ont souhaité que l'on continue à l'exploiter et qui pourtant au départ était une mission complètement de recherche et d'innovation. Parmi les résultats scientifiques, je disais donc cette orbite originale permet à Mégatropique de croiser finalement d'autres missions géostationnaires que je vous liste ici, les familles d'EGOS ou météo seconde génération, et aussi des missions à orbite défilante. Et ça permet justement à Saphir finalement d'avoir une capacité à Scarab, pardon, une capacité à étalonner tout un tas d'instruments qui sont sur d'autres missions. Bien sûr, sur un certain nombre de canaux, ici par exemple la température de brillance, et cet aspect de permettre d'avoir cette stabilité temporelle des observations, cette capacité à pouvoir étaloner les missions, et ben ça intéresse un grand nombre d'agences au-delà de notre coopération avec l'ISRO, et ça a été présenté récemment lors de la revue d'expansion des missions au CNES avec l'ensemble de la communauté scientifique. Un autre enjeu majeur de Mégatropique, je disais cycle de l'eau, qui dit cycle de l'eau, impact du changement climatique, malheureusement on le voit tous les jours, impact d'événements extrêmes, donc des précipitations. Et il y a eu l'élaboration grâce à cette mission d'un produit très innovant qui s'appelle le produit Tapir, hein, c'est un nom barbare hein, pour l'audience peut-être, mais qui a permis évidemment d'avoir un produit de qualité de précipitation en entrée de nos modèles, en particulier des modèles hydrologiques, pour faire de la prévision, de l'estimation du débit à des échelles continentales. Un autre résultat scientifique, et pas des moindres, c'est avec l'instrument Saphir. De par cette répétitivité temporelle, on est capable, Saphir permet d'avoir le cycle diurne du profil de la vapeur d'eau, et vous savez que ça c'est quelque chose de fondamental pour les modèles météo et de prévision. Et on a été effectivement capable, et ça c'est un papier qui a été publié dans Nature, hein, de la part de notre communauté scientifique, qui permet donc de restituer ce cycle diurne de la vapeur d'eau sur toute la bande tropicale, c'est à souligner, d'où l'inclusion d'ailleurs de Mégatropique dans la constellation
GPM pour Global Precipitation Measurement, hein, qui est coordonné entre la NASA et le Japon. Et donc ça, c'est aussi un résultat scientifique important. Tous ces résultats, toute cette activité très riche en termes de développement, d'algorithmes, de traitement, d'innovation scientifique, a convaincu un grand nombre d'agences de prévision numérique du temps d'assimiler les données Saphir dans leur modèle. Et vous avez là des témoignages d'agences comme la NOAA, comme l'agence météorologique du Japon, hein, qui trouve qu'il y a une vraie valeur ajoutée à l'assimilation de ces données Saphir dans leur modèle pour améliorer la prévision numérique. Je ne vais pas tous les citer, mais vous voyez même des laboratoires de la marine US sont très intéressés, et UK aussi, Met Office, qui est très intéressé par ces données. Donc on peut dire que une idée lancée en 93, elle n'a pu être finalement réalisée ou concrétisée que grâce effectivement à cette coopération bilatérale, perçant de données gagnant une mission aussi innovante technologiquement et scientifiquement pour obtenir des résultats pareils. Et je pense que l'ensemble des partenaires de part et d'autre sont très contents de cette coopération. La deuxième mission sur le cycle de l'eau qui est aussi très importante, et vous allez voir, ça a été une première mondiale, hein. Et vous verrez qu'il y a beaucoup de missions aujourd'hui planifiées soit avec les États-Unis, soit dans un cadre européen opérationnel. Copernicus vont bénéficier encore une fois de cette façon de faire du CNES, d'être toujours force de proposition, d'innovation, d'une première. L'altimétrie au CNES, tout le monde connaît. On a beaucoup développé Topex Poséidon, les jasons, dont des bandes KU. Hein, et finalement, l'idée un peu originale de Sarah, ça a été de dire allons adresser d'autres enjeux à travers pas du KU, mais la bande KA. Vous verrez pourquoi, parce que ça nous permet d'une part d'améliorer la précision et de diminuer le bruit hein, sur la mesure, j'ai pas le temps de tout montrer ici, mais aussi d'appréhender d'autres enjeux qu'on pouvait pas le faire avec l'altimétrie, on va dire traditionnelle, historique, et en particulier, je disais l'impact du changement climatique avec cette augmentation du niveau de la mer, c'est bien de le dire à l'échelle globale, c'est un fait de le continuer pour avoir des séries de qualité. Mais finalement, derrière, pour le citoyen lambda, cet impact du niveau de la mer moyenne, comment cela se traduit-il à l'échelle des territoires, à l'échelle des côtes? C'était un des objectifs aussi de Altica. Vous verrez, il y a d'autres objectifs qui ont été aussi répondus parce que la qualité de cette mesure d'Altica a été vraiment importante. La décision de ce programme, et c'est quand même notable à le souligner, a été effectuée en 2005. Le MOU, l'accord de coopération, a été signé en 2007 et la mission a été lancée en 2013. C'est vraiment, je dirais, c'est formidable et extraordinaire. Et pareil que Mégatropique, on vient de décider aussi l'extension de cette mission, au moins à fin 2021, avec voilà une mission qui est en train de faire finalement, qui joue un rôle beaucoup plus important que celui qu'on pensait au départ, c'est-à-dire un fileur finalement entre ce qui se prépare au niveau Copernicus et la suite des jasons. Vous avez ici une image de vraiment des équipes lors de l'essai de tests thermiques de l'ensemble du système. Alors je le disais, la bande KA, c'est quelque chose qui a été vraiment une première, hein, et quelque part c'est le premier altimètre démonstrateur de cette bande KA. Je rappelle que la mission SWOT aujourd'hui d'altimétrie large fauché est dans cette bande KA et que aujourd'hui on a l'héritage de CFOASat et de SARAL qui nous permettent de proposer aussi des missions de courant de mer dans ces mêmes bandes parce qu'on a beaucoup appris à travers encore une fois une innovation, un risque pris pour démontrer l'unique précision et la résolution topographique jamais atteinte par une mission passée. Et vous allez voir, la moisson ici aussi des résultats scientifiques vraiment est extraordinaire, non seulement dans le domaine de l'océanographie pour continuer bien entendu
cette série longue, mais aussi dans le domaine, je disais, côtier, mais hydrologique aussi, et dans le domaine des glaciers. Avec, bien sûr, ce que disait Saral, c'est vraiment une vraie contribution dans ce qu'on appelle les constellations virtuelles océanographiques dans le cadre de la communauté scientifique internationale, l'OSTST, et qui faisait vraiment je dirais, le raccord entre Envisat et Sentinel-3. Et donc quelques résultats ici que je vais pas détailler dans le détail, mais on vous avez en rouge finalement l'amélioration, par exemple, sur l'océan côtier d'un facteur 2 de ce qu'on faisait par le passé avec les missions Topex et Jason. Et alors plus important aussi, c'est que soit une nouvelle génération de missions qu'on espère lancer en 2022, qui vise un processus très particulier en océanographie, c'est-à-dire les aspects, les processus méso-échelle, qui jouent un rôle clé dans la circulation océanique parce que riche en énergie, etc. Et ben Sarah L'Altica a démontré qu'on pouvait aussi appréhender ces processus grâce à l'amélioration de ce que je disais, la résolution et la précision, et en nous permettant finalement, vous voyez ici la courbe en verte, d'accéder à des échelles vraiment très très fines pour comprendre cette circulation océanique à ces échelles où le transfert d'énergie est très intense. En termes, donc ça c'est en termes de science, mais il n'y a pas d'application opérationnelle sans une bonne science, sans des produits de qualité, avec encore une fois ce triptyque important, technique, science, innovation, qui nous permettent évidemment d'assimiler aussi ces produits, comme on l'a fait dans Mégatropique, dans des systèmes opérationnels océanographiques. Vous savez que on a Mercator en France qui est le coordinateur et le leader du service Copernicus, le CMMS, marine au niveau européen, et donc ça nous a permis de faire des applications pour traquer les ouragans et assimiler donc ces niveaux de la mer aussi dans des systèmes opérationnels de prévision numérique évidemment du climat à des échelles, je dirais, côtières, ce qui était aussi une première. Et puis la dernière application qui monte en puissance avec la préparation d'une part de SWOT, mais aussi une constellation altimétrique qui a commencé à s'enrichir grâce à Altica, Saral et puis les sentinelles qui arrivent sur les enjeux hydrologiques, et Saral a été capable d'appréhender des lacs beaucoup plus petits que le faisaient les jasons traditionnels. Et puis, encore une fois, cette précision exceptionnelle avec un instrument vraiment innovant qui en a fait la démonstration d'appréhender aussi les débits des fleuves, en tout cas de les suivre en continuité par rapport à ce qui a été fait avec ERS2 et Envisat. Donc, vous voyez, c'est vraiment des missions en coopération avec l'Inde. Et l'Inde, c'est pas anodin, je l'ai peut-être pas dit, de s'intéresser à des missions finalement qui répondent à ces enjeux de cycle de l'eau, parce que l'Inde est vraiment aussi très préoccupée par finalement ces impacts du changement climatique sur le cycle de l'eau, qui induit des sécheresses très importantes et donc des problématiques vitales vraiment sur l'accès à la ressource en eau, sur son utilisation, la rationalisation. Malheureusement, on l'a vu dans le sud de l'Inde dans l'actualité récente. Si je devais résumer cette mission finalement vraiment, je dirais, très original et précurseur de ce qui va suivre finalement dans l'actualité européenne et internationale, avec toujours un leadership français, c'est qu'elle a réellement apporté un gain significatif, encore une fois j'insiste, en résolution à précision sur l'océan ouvert. Elle a permis de s'approcher de plus en plus finalement des côtes, voilà, 2 fois meilleures. Et puis la rétrodiffusion, la sensibilité de la rétrodiffusion sur les glaciers a été aussi améliorée et démontrée, et sur l'hydrologie l'opérationnel. Si vous deviez retenir quelques éléments clés, donc
finalement, on peut considérer Sara Laltica comme ayant été, et l'est toujours, puisque toujours en orbite, comme vous l'avez vu, un prototype pour les futures missions. On a beaucoup appris, et au départ de la coopération avec SWOT, quand on parlait d'Attica Saral avec les Américains pour l'anecdote, finalement, on ne nous écoutait pas trop. Et au fur et à mesure du développement, finalement, ces données ont servi de simulation, ont servi de compréhension de cette physique de la mesure très particulière qu'apporte cette bande K1. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et puis, ça a servi à préparer les futures missions de l'Europe avec Crystal, qui est la suite de Cryosat 2. Et puis, une forte proposition aussi, encore une fois, de notre communauté scientifique et technique d'une constellation altimétrie Nadir dédiée à l'hydrologie, qui est la mission SMASH. Et puis, bien sûr, la suite de SWOT dans un cadre européen. Et mes collègues m'ont passé quelques photos quand même emblématiques de cette coopération. En haut à gauche, vous voyez en fait. Oui, ça va alors conclure dans 2-3 minutes. Alors je vais vite. Une photo en haut à gauche d'une réunion de nos présidents à l'époque, Yannick Descata du CNES et du président de l'ISRO en présence du président de la République. Pour Sara Laltica, et puis des équipes scientifiques et jusqu'à quelque chose de moins formel avec une équipe pour jouer le cricket, et c'était important. Donc cette coopération se poursuit. En 2015, il y a eu une signature d'accord entre le CNES et l'ISRO pour continuer cette coopération spatiale autour d'une mission infrarouge thermique de Trishna, qui a été concrétisée aussi par la signature en 2016 en présence du président de la République aussi, avec un implementing arrangement, un accord de coopération. Cette mission est très très importante, et là aussi c'est une innovation avec une physique de la mesure très particulière et innovante qui vise deux principales thématiques, l'agriculture et l'hydrologie aussi côtière. Et la température de surface est un paramètre clé. J'entre pas dans les détails, on n'a plus le temps. Dans des variables clés que vous avez vues rapidement dans le bilan hydrologique, qui sont l'évapotranspiration, mais aussi le bilan radiatif. Cette mission est prévue pour 2025. Vous avez ici donc un certain nombre de caractéristiques de la mission qui sont très très innovantes, avec une revisite de 3 jours, mais par rapport à notre coopération avec l'Inde, vous avez une orbite très particulière de périodicité de 8 jours, un instrument très très innovant, et on espère bien sûr autant de succès à Trishna que l'ont été Mégatropique et Sara Laltica, avec là aussi une coopération très étroite au niveau scientifique et technique entre les deux institutions. Là je passe. Et alors cette coopération évidemment se poursuit dans un excellent esprit. Au-delà des missions, il y a des rencontres importantes qui valorisent l'ensemble de ce que je viens de vous présenter, qui ont eu lieu en novembre en 2018 en Inde. On devait en avoir un en juin 2020. Malheureusement, l'actualité récente ne nous a pas permis de faire donc le congrès SPRS à Nice. Et pour conclure, Nicolas, donc je pense que je suis dans les temps. C'est une coopération donc excellente, franchement effectivement originale. Nos équipes ont beaucoup appris, donc c'est vrai, la culture n'est pas la même. Il faut faire confiance aussi à nos partenaires. On a des processus, nous aussi, voilà, qui sont rodés chez nous sur un certain nombre d'acquis, je dirais, ou de savoir-faire. Mais ils ont d'autres processus. Je pense qu'on a beaucoup appris, et que finalement, en 2018, lorsque le président de la République et le Premier ministre indien ont décidé finalement de continuer, d'avoir une vision commune de ce que sera cette coopération par la suite, ça a été salué, que cette coopération ait une longue vie avec le succès de Trishna. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Selma. On pourrait continuer longtemps parce que tu nous as donné envie d'approfondir le cycle de l'eau et la coopération franco-indienne, mais bon, on est effectivement pris par le temps, c'est un peu frustrant. Mais en tout cas, c'est vraiment riche, et je pense qu'on va pouvoir y réfléchir après et voilà, voir à quel point c'est assez original cette coopération avec l'Inde. On y reviendra peut-être pendant les questions. Donc j'enchaîne directement avec Audrey Berthier et Sébastien Rouquette qui vont nous parler. On va basculer sur la coopération en matière de vol habité. Voilà. Donc Audrey va nous partager sa présentation.
Donc Audrey, je rappelle, est directrice du MEDES. Voilà, elle va nous expliquer peut-être, rappeler ce que c'est que le MEDES aussi. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, il y en a qui connaissent, mais peut-être. Alors, Deux secondes. oui, donc, pendant que la présentation arrive, donc le MEDES, d'ailleurs, je connais pas, c'est la médecine spatiale, c'est l'Institut de médecine spatiale qui est sur Toulouse, hein, et qui accompagne les projets spatiaux sur les aspects médicaux. Voilà. Est-ce que Oui. vous voyez ma présentation, enfin, notre Et on voit la présentation? présentation. Ouais. Oui, Super. tout à fait. Donc, alors on a les présentations étaient très intéressantes là dans les autres domaines de coopération, dans la continuité de cette longue histoire de coopération entre le CNES et l'ISRO. On va vous parler maintenant plutôt des vols habités et je vais laisser la parole à Sébastien Rouquette qui est responsable côté CNES du contenu global de la coopération sur cette thématique. Merci Audrey, et on va essayer de faire ça à quatre mains effectivement. C'est très intéressant ce qu'on a entendu jusqu'à maintenant. Vous allez voir que c'est pas moins intéressant ce qu'on a présenté avec Audrey, mais c'est balbutiant. Donc on est vraiment au tout début de ces affaires de coopération sur les vols habités avec l'Inde. Donc et d'ailleurs c'est tellement balbutiant que les activités n'ont pas officiellement commencé pour l'instant. Hein. Donc pour vous présenter un petit peu le cadre dans lequel ça se fait. MEDES est un acteur important. Des scoops, non, ça m'étonnerait. Ou alors il y a Jennifer, ma collègue, qui écoute. Donc c'est avec elle qu'on fait toute la partie négociation contractuelle avec l'ISRO. Donc peut-être qu'elle a des scoops, mais ça m'étonnerait parce qu'on a une téléconférence demain matin avec nos collègues de l'ISRO pour voir les derniers, on espère en tous les cas, les derniers éléments de discussion sur le contrat. Donc tu vois, Nicolas, il n'y a pas de scoop, mais c'est un sujet qui est d'actualité. Violent. Alors, on t'écoute. Donc oui, comme je le disais, le MEDES est au cœur de cette histoire des vols habités parce que c'est le partenaire historique du CNES. Évidemment, le MEDES est une filiale du CNES. C'est le partenaire historique des vols habités parce que c'est avec MEDES et le CADMOS, qui est le service au CNES qui s'occupe de ces affaires-là, que nous avons accompagné les astronautes à l'époque où ils étaient sélectionnés par le CNES. Ça a commencé cette affaire-là il y a un peu plus de 30 ans. Hein. Et à l'époque, on appelait même ça des spationautes. Alors c'est bien fini tout ça, puisque maintenant ces astronautes de nationalité française sont des astronautes européens. On continue à les accompagner. On accompagne également les astronautes d'autres nationalités ou d'autres agences hein, dans le cadre d'activités scientifiques, qu'elles soient médicales ou sur d'autres thématiques scientifiques. Et c'est peut-être naturellement pour cette raison que dans le cadre des discussions qui ont lieu à très haut niveau hiérarchique avec les autres agences spatiales, est arrivée l'idée que nous puissions accompagner l'ISRO dans cette aventure des vols habités. Alors c'est vrai que c'est tout nouveau pour eux du coup, hein, puisque si pour nous c'est une longue histoire à laquelle pas mal de générations d'ingénieurs, de médecins ont participé depuis plus de 30 ans, c'est une nouvelle histoire qu'on est en train d'écrire avec l'ISRO. Donc là il y a cette image là qui présente on va dire c'est un peu la revue des cadres des collègues de l'ISRO qui ont l'ambition d'emmener leurs astronautes dans l'espace en 2022. Cette mission s'appelle Gaganyam et puis donc c'est naturellement donc vers nous qu'ils se sont tournés pour monter ce programme. Alors le profil évidemment c'est un profil un peu particulier, c'est une mission courte, hein, c'est une première mission, donc là ils sont en train d'apprendre. Ils apprennent vite, ils apprennent bien, on l'a vu sur les présentations précédentes, on le verra plus tard dans d'autres thématiques. C'est à l'occasion d'un anniversaire, l'anniversaire de l'indépendance de l'Inde, donc c'est quelque chose qui a aussi une valeur politique pour eux, hein. Donc ce n'est pas juste l'idée de consolider leur programme spatial en envoyant des hommes dans l'espace. Cela dit, ça reste une mission relativement simple aujourd'hui parce que évidemment on est tous habitués aux missions de longue durée, que ce soit des astronautes américains, russes ou européens. Là, il s'agit d'une mission de 5 à 7 jours, donc voilà, tout juste une semaine pour 1 ou 2 astronautes, mais c'est en autonomie. Et ça, c'est quelque chose d'un petit peu exceptionnel parce que
jusqu'à maintenant, ce que je vais appeler, c'est pas péjoratif, les petites nations spatiales, emmenaient plutôt des astronautes sur des vaisseaux amis. Donc, que ce soit avec les Américains ou les Russes. Je rappelle d'ailleurs à ce titre-là que en Europe, on pourrait être considéré comme un pays ami, puisque nous n'avons pas de moyens autonomes d'envoyer des hommes dans l'espace. Nous utilisons les moyens russes ou américains. Donc, c'est aussi pour nous l'occasion de faire notre métier un petit peu différemment et d'être placé un peu en qualité de mentor pour accompagner cette nouvelle aventure. Alors, les astronautes sont déjà sélectionnés et vous avez peut-être pas raté l'information il y a un peu plus d'un an maintenant du partenariat qui a été signé entre l'ISRO et la Russie pour faire l'entraînement spécifique des astronautes. Alors vous allez dire, dans ce cas, qu'est-ce qu'il nous reste? Puisque les astronautes sont entraînés avec les Russes, qu'allons-nous faire, nous, à Toulouse en l'occurrence, entre le CADMOS et MEDES? Ça, c'est ce qui est illustré sur les planches suivantes. Donc pour préparer ce premier vol, et là c'est Audrey qui pourra prendre le relais pour préciser un petit peu tout ça, mais voilà un petit peu les quatre sujets ou onglets sur lesquels on va intervenir plus précisément pour les accompagner dans leur préparation. Voilà, donc je prends la suite de Sébastien. Donc notre objectif, effectivement, c'est vraiment d'accompagner l'ISRO dans cette belle et ambitieuse aventure vers leur premier vol habité, en particulier en amenant à acquérir de nouvelles compétences dans le domaine de la médecine et physiologie spatiale, mais aussi en accompagnant leurs équipes pour le support aux opérations sur ces futures missions, et également en leur proposant un certain nombre d'équipements, toujours pour ces premiers vols, mais plus généralement à long terme, de commencer déjà à réfléchir sur des coopérations, sur programme de vol habité et sur éventuellement un programme scientifique dans ce domaine. Donc, comme l'a souligné Sébastien, notre objectif, c'était vraiment de leur proposer un certain nombre de services et de services de formation en s'appuyant sur trois piliers, en fait, donc l'expérience et l'expertise du CNES et du CADMOS, de MEDES et aussi de l'EAC, du Centre des astronautes, pour tout ce qui est suivi médical. Donc, alors juste pour rappel, effectivement, dans le domaine de la médecine spatiale, donc MEDES est une filiale du CNES. Nous sommes un groupement d'intérêt économique dont les principaux membres sont le CNES et les hôpitaux de Toulouse. Et nous sommes un peu une structure hybride en fait entre l'espace et la santé. Et nos missions sont d'abord de fournir un support, une expertise aux agences dans le domaine de la médecine et physiologie spatiale pour les vols habités, que ce soit pour le suivi médical des équipages ou encore pour le suivi d'expériences en microgravité dans le domaine de la médecine et physiologie, d'assurer aussi un certain nombre de recherches cliniques et d'études de simulation pour préparer les futurs vols d'exploration, et puis on va dire avec une logique d'innovation, en essayant d'accélérer des innovations en santé grâce aux synergies avec le spatial. Donc, pour accompagner l'ISRO en fait vers cette première mission gaganiane, une des premières demandes de l'ISRO, c'était d'organiser un certain nombre de sessions de formation pour leurs futurs médecins d'astronautes. Donc, on l'a vu tout à l'heure, Sébastien l'a expliqué, le profil de cette première mission est quand même très particulier par rapport aux missions ISS, avec une durée notamment beaucoup plus courte. Mais l'ISRO prépare également donc ses équipes au sol, y compris les futurs médecins d'astronautes qui sont des médecins en aéronautique pour le moment. Et donc, nous avons commencé à échanger avec l'ISRO et même à organiser une première session de formation pour former ces médecins dans le domaine de la médecine et physiologie spatiale, ce qui signifie donc, les aider à préparer le suivi médical avant les vols,
assurer ensuite le suivi médical pendant le vol, puis éventuellement la phase de récupération. Beaucoup d'échanges aussi sur la composition et la formation de l'équipe au sol qui sera en charge du maintien de la santé des astronautes, sur la formation bien sûr des flight surgeons, des médecins d'astronautes, un certain nombre de formations dans le domaine de la médecine spatiale, c'est-à-dire des effets physiologiques observés en micropesanteur et plus généralement des risques médicaux associés aux missions. Puis bien sûr, beaucoup de discussions sur tous les éléments du système médical, donc les contre-mesures, les moyens de prévention, les équipements médicaux, le contrôle environnemental ou encore les kits médicaux, et également sur toutes les procédures associées au suivi médical et en particulier sur la gestion d'urgence. Quelques discussions aussi et échanges sur les sélections médicales d'astronautes, puisque pour le moment, leurs astronautes sont des pilotes de l'armée de l'air, mais ils envisagent éventuellement pour d'autres missions de recruter des astronautes dans la population civile. Et puis déjà quelques échanges aussi sur des exemples de recherche en médecine et physiologie spatiale, en sciences de la vie, en microgravité, avec beaucoup d'intérêt aussi dans ce domaine. Alors le CNES et MEDES ont proposé aussi de fournir un certain nombre d'équipements. Alors je vais décrire le premier parce qu'il est développé par MEDES, mais je laisserai ensuite la parole à Sébastien pour décrire les autres propositions. Donc un des équipements que nous avons proposé dans le cadre de cette coopération, c'est l'équipement Everywhere, qui est un équipement actuellement à bord de la Station spatiale internationale, qui permet, c'est un assistant personnel, une application sur iPad qui permet à l'astronaute d'assurer en fait son suivi nutritionnel et de l'aider à réaliser un certain nombre, la collecte de données pour le suivi médical ou la réalisation d'expériences dans le domaine de la physiologie. Je vais laisser la parole à Sébastien pour la suite. Et alors, pour la transition, d'ailleurs, voilà, cet équipement Everywhere qui est un peu devenu un équipement phare, hein, quand même. Faut pas avoir, c'est pas, on cherche pas la gloire là, mais c'est un équipement qui avait été développé pour la mission Proxima. Effectivement, on voit Thomas avec l'un des capteurs qui était connecté à la tablette. C'est depuis devenu un équipement phare parce que il fait l'objet de nombreux développements pour notre compte ou pour celui de l'Agence spatiale européenne. Et il y a un plan de charge assez dense en fait sur le développement d'Everywhere et de ses satellites, qui montre bien que à l'époque, quand on a eu cette idée, alors je dis on, c'est pas moi, hein, bien sûr, c'est les collègues de MEDES et mes collègues du CNES qui avaient sélectionné cette manip qui était un démonstrateur à l'époque, ont eu finalement la bonne idée de sélectionner cette expérience-là, parce qu'on voit aujourd'hui qu'elle est parfaitement adaptée aux besoins de développement d'expériences, qu'elles soient de type physiologie ou nutrition, ou suivi nutritionnel des astronautes. Donc ça a vraiment beaucoup intéressé nos collègues de l'ISRO, et ça fera partie de la dotation des astronautes à partir des astronautes indiens, probablement à partir de la fin de l'année 2021 ou 2022 pour leur première mission. Alors la suite, c'est que on ne fournit pas que ce matériel-là, on va leur fournir aussi de l'expertise. Alors cette expertise, ça va être une expertise en nutrition. On va pas leur fournir directement les menus spatiaux qui sont conçus en France pour les astronautes, qui sont généralement les repas de grandes occasions, un peu les repas de fête. On va leur fournir aussi des équipements et là, j'allais dire, le savoir-faire qui est derrière. Ces équipements, c'est par exemple les trousses de transport. Alors ça paraît tout bête, mais en fait, on ne part pas dans l'espace dans un sac à dos. Il faut une trousse de transport qui soit inifugée, qui permette de transporter le matériel en le respectant, c'est-à-dire en ne cassant pas le matériel. Le stress au décollage est quelque chose qui peut être très intense en termes de vibration, de choc, ou bien dans certains cas sur l'environnement thermique. Et du coup, il faut une trousse de transport adaptée à l'équipement.
Et ça, c'est quelque chose qu'on est capable de fournir sur mesure. On le fait pour nos équipements, bien entendu. On leur fournira également un équipement qui s'appelle Aquapad. Alors Aquapad, c'est aussi un élément très intéressant qui est né avec Proxima et qui a été développé à l'époque en partenariat avec la société Biomérieux. C'est un petit équipement qui permet de faire un test sur une toute petite quantité d'eau de façon à vérifier en fait le contenu de l'échantillon d'eau en micro-organismes, notamment en bactéries. Ça, c'est très intéressant parce que ça permet de tester la qualité de l'eau avant de la boire. Alors évidemment, dans l'ISS, l'eau, elle est recyclée. Je ne vais pas vous expliquer comment ça se passe. Vous le savez probablement dans les grandes lignes. Elle est recyclée presque en totalité. C'est un processus technique fastidieux. Et malgré tout, il faut quand même tester sa qualité à la sortie du robinet parce que il faut garantir évidemment que sa qualité permet aux astronautes de la boire. Et jusqu'à maintenant, dans l'ISS ou ailleurs, on a des dispositifs qui sont un petit peu lourds à gérer en termes de procédure ou un petit peu qui gaspillent un petit peu d'eau. Et là, nous avons eu cette innovation qui permet d'avoir un test rapide, facile et très économe en eau. D'ailleurs, c'est un outil qu'on a proposé aussi sur Terre, dans des applications terrestres, et qui est donc tout à fait adapté à l'exploration spatiale. Donc ça aussi, ça a beaucoup séduit nos collègues de l'ISRO, et donc on met à leur disposition un certain nombre de ces aquapads avec évidemment évidemment les procédures de test qui sont associées. Il y a également, alors Audrey l'a évoqué tout à l'heure, ce qu'on appelle le support opérationnel. Alors ça, c'est pas du matériel, c'est de l'expertise, c'est de la compétence à développer. Au même titre que on va les aider à développer la compétence médicale, on va les aider à développer la compétence de ce qu'on appelle le segment sol, ou le suivi opérationnel des missions habitées. Alors, l'Inde n'a pas à apprendre de notre part à contrôler un satellite depuis le sol. Ils ont évidemment des salles de contrôle. Les missions satellites, ils connaissent ça depuis très longtemps, donc ils sont tout à fait performants dans ce domaine-là. Là, la brique qu'on leur amène, c'est comment gérer les opérations avec des êtres humains qui sont dans l'espace. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de tout à fait spécifique. Ça s'improvise pas. Et donc, ils vont pouvoir avoir la chance de venir chez nous à Toulouse, dans notre salle de contrôle, pour pouvoir faire ces formations-là, et également au centre d'entraînement des astronautes, dont on voit la photo là en bas à gauche, à l'EAC, où nos collègues de l'EAC, avec qui on a un partenariat bien entendu, vont également leur apporter ces briques de connaissances pour la gestion des opérations. Alors, tout y passera, c'est la gestion des opérations scientifiques, le suivi psychologique, le suivi des urgences, par exemple, évidemment, parce qu'il peut y avoir des urgences opérationnelles liées au vaisseau, liées aux astronautes eux-mêmes. Donc, ce sont des choses qu'il faut leur apporter et on leur fait bénéficier évidemment de notre expérience dans ce domaine-là. Tout à fait intéressant pour nous aussi parce que même si c'est sous-jacent depuis le début de notre présentation, pour nous, ce qui est intéressant là-dedans, c'est d'être reconnu finalement en tant qu'expert et de leur apporter ce savoir-faire. Donc, c'est d'être dans une position non pas de partenaire à égalité, comme c'est le cas avec l'Agence spatiale européenne, avec les Russes ou avec la NASA. Là, on se place en position, comme je l'ai dit tout à l'heure, de mentor et on essaie de prendre un peu de recul par rapport à notre métier pour leur apporter ce qui est nécessaire. Il va falloir conclure. Oui, et bien justement, ça tombe très bien puisqu'on aborde justement la planche des perspectives. Alors évidemment, nous, ce dont on rêve, c'est de poursuivre ce partenariat pour de futurs vols, des missions plus longues, des missions pourquoi pas, vers d'autres destinations que l'orbite terrestre. Ça sous-entend évidemment des coopérations dans le domaine médical, mais là je laisserai Audrey s'exprimer, et puis des coopérations scientifiques plus générales. Et là on n'est pas avare de propositions parce qu'on a déjà discuté d'un certain nombre de points avec eux. Nous on aime bien en fait, au CNES, au CADMOS, on aime bien proposer à nos partenaires
des échanges de coopération. On fournit du savoir, on fournit un équipement et en échange, on demande une petite place sur un vaisseau habité ou une petite place pour une expérience qui va être réalisée lors de leur mission, etc. Donc ça fonctionne beaucoup comme ça et ça c'est quelque chose qui nous tient à cœur parce que c'est vraiment de la coopération. Parce qu'il n'y a pas ou très peu d'échanges financiers dans ces cas-là, et c'est vraiment un accord de coopération avec un bénéfice pour tous les acteurs. Et je laisse Audrey conclure avec les aspects plus médicaux. Très, très rapidement, parce qu'on est vraiment. Voilà, en une phrase, juste pour vous dire qu'il y a un an, il y avait un pro organisé le premier congrès cette future mission avec un volet aussi sur tout ce qui est médecine et physiologie spatiale. Et on constatait déjà vraiment un gros intérêt de la communauté scientifique, y compris avec des perspectives sur des coopérations scientifiques pour des expériences en micropesanteur, mais aussi sur des études de simulation. Donc, a priori, de beaux jours devant nous pour cette coopération bilatérale à venir. Super, merci. On se réjouit de ça, de ces perspectives vraiment intéressantes. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci à vous. Merci Sébastien et Audrey. Et donc, sans plus attendre, je laisse la parole à Pierre Bousquet, qui va nous faire part d'une mission la plus récente, qui est peut-être son feu de cheminée. Voilà. Alors, en 5 minutes maximum, parce que si on veut un peu de temps pour les questions, donc Ouais. tu fais vraiment court. Et... Tu peux présenter mes planches, s'il te plaît, Nicolas? Oui, alors je vais les présenter effectivement. J'aurais dû m'y préparer. Bonsoir à tous, en attendant que les planches arrivent. Donc, oui, je vais vous parler de la mission de participation française à la mission vers Vénus que Mathieu Weiss a évoqué dans la vidéo. Et auparavant, je vais vous montrer les missions du système solaire que l'ISRO a déjà entreprise. Et l'ISRO a une roadmap tout à fait logique dans leur exploration du système solaire. Ils ont commencé par le plus facile, la Lune. Ils ont ensuite réussi une mission d'orbiteur martien de façon assez remarquable. Et donc leur prochaine étape sera Vénus. Et on a la chance d'être partenaire sur cette dernière mission. Et donc l'ISRO a une vision assez indépendante, a une approche. Est-ce que vous voyez mes planches là? Non, on ne les voit toujours pas. ISRO a une vision complètement autonome de leur quête de l'exploration du système solaire. On voit Michael Nicolas sur l'écran principal. Alors là, vous ne voyez pas là. Ouais. On a beau tester avant. Alors, je vais recommencer. Tac. Partager l'écran, pourtant. Démarrer le partage, pourquoi? Et pourtant, il m'affiche, vous partagez votre écran. Les autres participants voient les applications et documents sur votre écran. C'est quand même incroyable, ça. Vous voyez toujours rien là. Ah, pas possible, ça. Vous voyez toujours rien? Allô? Oui, non. Ouais. Est-ce que tu peux essayer de le faire de ton côté, Pierre, ou pas? Ouais, je tente de le faire, ouais. Fais-le de ton côté, je comprends pas pourquoi. Moi, il me dit que c'est partagé. Alors, il y a un truc. Alors, ça, c'est les aléas du direct. Je sais pas pourquoi. Oh. C'est incroyable, ça.
Est-ce que vous voyez mon écran maintenant? Oui. Bon, eh ben oui, bravo. Oui, oui, c'est bien. Parfait. Donc la première mission lunaire réussie par l'ISRO remonte à 2009, c'était la mission Chandrayaan. Il y avait un kit d'instruments à moitié composé d'instruments indiens et l'autre moitié en coopération avec l'agence européenne notamment. Un des meilleurs résultats de cette mission a été de caractériser l'eau à la surface, dans la sous-surface sous forme de glace. Et ils ont même déployé un impacteur que vous avez à droite ici sur l'écran, en bas à droite, qui a pu faire des mesures et trouver de l'eau sous forme gazeuse. L'eau qui est sublimée et présente dans la très légère exosphère très ténue de la Lune. C'était une première. Donc c'était un positionnement assez original et qui est d'actualité aujourd'hui, maintenant que les vols habités se préparent à nouveau sur la Lune. Cette présence d'eau est très importante. La mission vers Mars a été tirée en 2013. Elle était prévue pour 6 mois. L'orbiteur fonctionne encore et produit encore des résultats. Il a notamment permis d'obtenir la première image ici de la lune Deimos de Mars. C'est un orbiteur qui est sur une orbite très excentrique, très éloignée de Mars, donc ça lui donne un champ de vue complet sur la planète et ça lui permet d'observer les lunes aussi de l'extérieur, vue de dos. Le côté le plus remarquable de cette mission, c'est son coût. Elle a coûté 73 millions de dollars, ce qui est pratiquement un ordre de grandeur en dessous de la même mission si elle était faite en Europe ou par la NASA. Et c'est tout à fait des méthodes de travail de l'ISRO. L'an dernier, ils ont tenté une mission lunaire plus ambitieuse avec un atterrisseur et un rover, et à nouveau un orbiteur. Malheureusement, cet atterrisseur s'est écrasé. On pense que la propulsion, il y a eu un dysfonctionnement dans la propulsion quand l'atterrisseur était à 2 km d'altitude à peu près. Donc ils étaient pas loin d'être la 4e nation à se poser en douceur sur la Lune, après les États-Unis, la Russie et la Chine. Et c'était un événement considérable en Inde. Vous voyez ici le Premier ministre indien qui était présent dans la salle d'opération pendant la tentative d'atterrissage et qui console le chef de projet en essayant de rebondir. Ils vont refaire certainement cette mission. En ce moment, c'est un peu compliqué à cause du Covid, mais là, il n'y a aucun doute que d'ici 1 an ou 2 maximum, on aura une tentative d'atterrissage en tirant la leçon de cet échec. Échec relatif puisque l'orbiteur qui faisait partie de la mission, l'orbiteur Chandrayaan 2, 1 an après, fonctionne aussi encore autour de la Lune. Et donc notre affaire, c'est la prochaine étape dans leur séquence d'exploration. C'est après la Lune et Mars, Vénus. Ils vont faire un orbiteur qui va étudier à la fois l'atmosphère et la surface. Et on fournira avec le laboratoire de l'ICI en Russie, donc le laboratoire LADMOS qui est en région parisienne, fournira des éléments importants, le détecteur, et réalisera tous les essais et les tests de performance d'un spectromètre infrarouge qui s'appelle Viral. Alors je suis pas sûr que le nom soit très heureux par les temps qui courent, mais on n'a pas changé. Et ce spectromètre est dérivé d'un grand frère qui est en ce moment embarqué sur l'orbiteur TGO d'ExoMars et qui donc a fait ses preuves. Et il sera à ce moment-là le spectromètre infrarouge le plus pointu de très loin à jamais avoir été déployé autour de Vénus. Vénus n'est pas très souvent explorée. La dernière mission vers Vénus remonte à 15 ans. C'était une mission de l'Agence spatiale européenne. Et donc là, on sera à nouveau présent sur Vénus grâce aux Indiens, pour produire des résultats originaux sur la composition de l'atmosphère de Vénus, avec notamment une question qui est survenue récemment avec des annonces de découverte de phosphine qui pourrait être un traceur d'exobiologie dans la surface de Vénus, dans l'atmosphère de Vénus. Aujourd'hui, on considère que probablement la détection de la phosphine qui a été faite depuis la Terre est un artefact, mais notre instrument Viral permettra d'en avoir le cœur net. Donc une perspective très excitante, et pour la science, ça sera la première fois que
que nous coopérons avec les Indiens. Ça va faire 6 ans, 7 ans que nous avons eu des discussions de plus en plus sérieuses avec eux pour préparer une participation à leur mission dans le système solaire. Et donc, première concrétisation avec un tir en décembre 2024. Tenez-vous prêts. Voilà, merci pour votre écoute. Merci Pierre. Eh bien, on y sera, bien sûr, en 2024. Bon, et tout succès à cette mission. Et du coup, j'enchaîne directement avec Michael Stepanov on va passer sur le volet un peu académique, puisque maintenant qu'on a parlé des projets, j'allais dire des vrais projets, on va parler des projets académiques, qui sont aussi des vrais projets, même s'ils sont plus modestes, mais pas moins intéressants. Donc, je laisse la parole à Michael pour nous parler de ce que l'ISAE Super-Héros fait avec l'Inde. Nicolas, est-ce qu'on m'entend? Oui, tout à fait. Oui, d'accord. Très bien. Bonsoir à tous, namasté, et merci pour l'invitation à cette table ronde pour vous présenter les grandes lignes de la coopération académique de l'ISAE Super-Héros avec l'Inde. Alors, l'ISAE Super-Héros, c'est une école d'ingénieurs, est aussi un centre de recherche en ingénierie aérospatiale. Et effectivement, nous avons une longue expérience de formation d'Indiens dans nos différents programmes de formation. Alors, effectivement, on a formé à ce jour plus de 500 étudiants et jeunes ingénieurs indiens, donc soit en fait des étudiants de niveau bachelor dans les programmes de master chez nous, soit en fait des jeunes professionnels indiens qui ont déjà quelques années d'expérience professionnelle et qui viennent se former dans les différents programmes de master spécialisés, donc des programmes du niveau Bac+6, donc soit dans les systèmes spatiaux, lanceurs satellites, soit en ingénierie aéronautique ou gestion de projet, etc. Alors, nous avons aussi mis en place un certain nombre d'actions en partenariat avec les industriels du secteur aérospatial, comme Dassault, Thales, Airbus. Donc là, ce sont des parcours d'excellence, des bourses, des actions de recrutement, par exemple, pour servir les actions de coopération avec l'Inde. Et puis également, nous avons, au niveau Super-Héros, mis en place et signé des accords de coopération académique, cette fois-ci, avec les meilleures universités indiennes. Donc là, typiquement, nous avons signé avec 4 universités en Inde, l'Institut des sciences à Bangalore, qui est l'institution la plus réputée en recherche en Inde, et puis également avec les universités comme IIT de Bombay, IIT de Madras, et aussi l'université spatiale ISST, dont je vais parler un peu plus dans les planches suivantes, en mettant le focus sur cette coopération. Donc l'idée en fait ici, c'est de mettre en place des échanges d'étudiants dans les deux sens, de la France vers l'Inde et de l'Inde vers la France. Et aussi, nous sommes en discussion pour lancer des projets de coopération en recherche. Alors, un focus maintenant sur notre coopération avec cette université spatiale, qui en fait a été fondée par l'ISRO, l'agence spatiale indienne, et qui se trouve directement sous le ministère, donc le département de l'espace indien. Donc, donc, du coup, elle a des liens très forts et très étroits avec l'agence spatiale ISRO. Elle s'appelle Indian Institute of Space Science and Technology. Elle est basée à Kerala, dans le sud de l'Inde, en fait, dans l'état du Kerala ici, et se trouve justement près de la ville de Trivandrum, la ville en fait très très connue, puisque juste à côté il y a le centre historique spatial indien, le Vikram, donc axé sur les véhicules spatiaux. Donc, cette université offre des programmes aussi bien en ingénierie spatiale que dans le domaine des sciences de l'univers, comme l'astronomie, l'astrophysique, et également dans le domaine des applications spatiales. Voilà. Et aussi bien au niveau bachelor, master qu'au niveau doctorat. Alors, au niveau de notre historique, en fait, c'est une coopération plutôt récente. Ça fait 3 ans qu'on a commencé à échanger. Et dès la première rencontre en 2018, j'ai proposé de lancer un premier projet d'étudiants français d'un côté de l'ISAE Super-Héros et des étudiants indiens de ISST, donc cette université spatiale. Donc, nous avons lancé un premier projet qui s'est très bien passé et nous avons lancé d'autres projets derrière. Je vais en parler dans les planches suivantes. Et puis ensuite, nous avons continué les discussions pour arriver à la signature d'un accord de coopération qui a été signé début 2020, donc ici en fait à Toulouse. Et donc pour cette occasion,
Donc, le conseiller spatial de l'ISRO, basé à Paris, s'est déplacé puisque l'université ne pouvait pas venir. Eh bien, il est venu ici pour nous remettre cet accord et donc nous on l'a signé à SuperHero de notre côté. Et en fait, les perspectives de cette coopération sont en discussion encore, mais pour 2021-2022, nous voudrions en fait mettre en place des programmes de coopération académique pour échanger les étudiants. Donc, inciter nos étudiants français d'aller en Inde, se frotter, je dirais, à cet environnement spatial et académique indien, et puis accueillir aussi les étudiants indiens ici, soit en projet de recherche, soit en fait dans le cadre de formation à SuperHero. Et puis également, nous sommes en discussion pour lancer des projets des coopérations en recherche. Et donc là, nous avons commencé à identifier quelques pistes, quelques thèmes qui pourraient être d'intérêt pour la partie indienne et la partie française. Et donc, nous avons déjà quelques idées, donc notamment les débris spatiaux, qui est un sujet qui intéresse beaucoup l'Inde et puis la France aussi. Et puis peut-être également dans le domaine des facteurs humains, justement pour les vols habités. Et puis également, donc, nous attendons ici à Toulouse la venue d'un professeur indien de la SST, donc cette université spatiale, à Toulouse pour qu'ils viennent faire un séjour dans le cadre d'un accord entre le CNES et l'ISRO pour échanger le personnel. Et je pense que ça serait vraiment une bonne chose qu'ils puissent venir ici et ça nous permettrait d'aller plus loin dans la discussion. Maintenant, pour aller donc sur la dernière partie de ma courte présentation, je voudrais vous présenter quelques planches donc de ces projets étudiants qu'on a mis en place entre les SuperHero et ASST. Pour vous dire concrètement en fait ce qu'on a fait, et puis ce sont des sujets techniques très intéressants en fait. Donc le premier projet a été proposé par un chercheur à l'IRAP, Jérémy Lazu, et donc l'IRAP de Toulouse. Il s'agissait d'une mission en fait de CubeSat qui allait sur Mars, donc une mission multipoint. Et en fait, les étudiants français ici à SuperHero ont travaillé en équipe. Et en face, il y avait les étudiants indiens, donc il y a eu des échanges par Zoom, par mail. Et effectivement, les résultats ont été très, très probants, très intéressants. Et même, il y a eu une publication scientifique qui a été faite lors d'une conférence qui s'est tenue à Toulouse en 2019. Donc, ce qui montre quand même la qualité du travail qui a été fait. Le projet lui-même a duré environ 6 mois et donc il y a eu des résultats très intéressants. Du coup, nous avons décidé de lancer un deuxième projet l'année suivante, en 2019. Cette fois-ci, le projet a été proposé par le CNES, par Pierre Bousquet, justement, qui a présenté, donc l'intervenant qui était avant moi. Et Pierre a proposé une mission de faisabilité, de mission d'exploration vers Mars, vers Vénus, vers les astéroïdes. Donc, il y a une étude de faisabilité qui a été faite. Et ce qui était intéressant, c'est que, encore une fois, il y a une équipe française côté SuperHero et une équipe indienne qui avaient chacun leur périmètre. Et puis également, il y avait un périmètre qui était commun, c'est-à-dire qu'ils ont travaillé ensemble avec les inputs des uns et des autres et les résultats qui étaient partagés. Du coup, nous avons effectivement continué cette coopération, donc de projets étudiants. Et cette année, donc ce sera ma dernière planche, cette année, nous avons lancé un nouveau projet. Encore une fois, donc c'est Pierre qui est Bousquet du CNES qui l'a proposé et qui l'encadre côté français avec Jérémy Lazu, donc l'IRAP et moi-même, l'ISAE. Donc, on a 6 étudiants, en fait, côté ISAE. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a aussi des étudiants qui sont pas seulement français, mais des étudiants espagnols. Donc, c'est vrai que c'est un vrai projet international, finalement. Et côté indien, il y a 4 étudiants de SST qui sont supervisés par un professeur. Et donc, le projet a démarré. Il y a eu déjà 3 visioconférences qui ont été réalisées. Ça avance plutôt bien. On est en phase de définir les périmètres des uns et des autres. Donc, aujourd'hui, on s'oriente plutôt pour la partie scientifique, définition des objectifs scientifiques, définition des instruments, de la stratégie de collecte des échantillons et donc du dispositif cryogénique de la sonde. Puisqu'il s'agit en fait d'une mission pour étudier le concept de retour d'échantillons d'une comète, donc un projet assez ambitieux. Et donc là, ce sera plutôt la partie indienne pour la partie scientifique et la partie française, donc ISAE SuperHero, elle sera plutôt axée sur l'analyse mission, l'architecture de la mission et en fait l'analyse préliminaire, la conception préliminaire de la sonde spatiale. Donc voilà, c'est vrai que c'est un vrai projet qui va durer 6 mois. Encore une fois, une vraie aventure technique et humaine.
et peut-être même que les étudiants indiens ou français un jour participeront à des vrais projets entre le CNES et l'ISRO. Je l'espère en tout cas. En tout cas, ce sera très formateur pour eux et je pense déjà qu'ils sont tous très intéressés, aussi bien les Indiens que les Français. Donc voilà pour ma partie, je serai très heureux de répondre à des questions tout à l'heure. Oui, on verra si on a le temps. Merci Michael et je laisse la parole donc à Cordula Barzantni qui va nous parler des coopérations entre TBS et les universités indiennes. Voilà, donc Cordula, je te laisse présenter aussi. Voilà, on voit les planches. Par contre, on n'a pas le son. Il faut réactiver le son. Oui, bonsoir. Vous m'entendez maintenant et je vais profiter évidemment de la présentation déjà pour tout ce qui est enseignement et recherche de mon collègue à Super-Héros, Mikhail Stepanov, puisque nous, en tant qu'école qui n'est pas technique, mais quand même localisée dans une des grandes capitales aéronautiques et spatiales, était tout à fait logique depuis que de nombreuses années qu'on propose notre petite pierre à l'édifice sur tout ce qui est la formation et la recherche pour la gestion et le management, dont évidemment aussi la partie spatiale. Et depuis maintenant plus que presque 30 ans, on a des activités avec des étudiants qui viennent de l'Inde ou aussi des coopérations entamées avec notre programme Aerospace MBA qui s'adresse finalement à un public expérimenté. Et depuis 2015, j'ai pu, grâce à des contacts de recherche, parce que moi-même je suis professeure en gestion internationale, j'ai beaucoup travaillé évidemment dans un contexte très généraliste de management, mais aussi beaucoup avec l'Inde, pu bénéficier des contacts avec un autre centre d'excellence. Je veux reprendre là les termes de Mathieu Weiss. Il a parlé d'une alliance des deux partenaires d'excellence. C'est certainement le cas pour Toulouse Business School et le Indian Institute of Management à Bangalore, avec lequel nous avons conclu un partenariat pour aussi faire une formation du Aerospace MBA en parallèle, avec toujours une spécialisation à l'intérieur de cet MBA pour les marchés du spatial et les applications spatiales également. Et évidemment, on a d'autres programmes qui sont plus localisés dans un contexte aviation et aéronautique avec l'ENAC, notamment un master dans le transport aérien et un bachelor également, plus un système de master spécialisé dans l'aerospace management où on a aussi une filière dans le spatial, évidemment, en approfondissement pour tous les élèves qui souhaitent se spécialiser et soutenir l'industrie spatiale du côté commercial, du côté finance, contrôle de gestion et tous les domaines qui peuvent être soutenus par les étudiants et futurs diplômés en management. Et évidemment, je souhaite quand même initier aussi cette idée qu'il y a une très forte coopération déjà entre les écoles et les entreprises techniques et de gestion. Vous devez peut-être savoir, depuis 2013, on a une chaire qui est un conglomérat intéressé par cofinancer des travaux de recherche, co-dirigé par un collègue de l'Université Toulouse 1, Lucien Rapp, un professeur en droit, et un autre collègue de Toulouse Business School qui est un professeur en stratégie et management, Victor dos Santos Paulino, et évidemment les grands partenaires comme Thales Alenia Space, Airbus Defence and Space, le CNES, Toulouse Business School et Toulouse Université Capitole pour aussi proposer toute une somme de travaux qui s'adresse plus à des perspectives de gestion et des opérations et aussi le droit. Et pour finir, je laisse juste quelques détails sur évidemment l'activité de la chaire qui est la plus active du côté spatial, du côté Toulouse Business School. On co-organise avec l'Université de Toulouse une conférence annuelle au moins. On a plusieurs événements aussi dans le contexte spatial. Et je souhaiterais aussi mentionner, puisque Michael l'avait mentionné, on a aussi à peu près 500 alumni et diplômés et anciens
qui souvent viennent de l'ISRO, aussi de NSR ou de Euroconsult et qui travaillent à la fois en Inde ou en France ou quelque part autre dans le monde, mais qui sont issus dans beaucoup de coopérations de l'enseignement et de la recherche franco-indienne. Et last but not least, évidemment aussi, on a des projets étudiants qui travaillent depuis de nombreuses années, souvent déjà à distance avant de devoir le faire à cause du Covid aujourd'hui, puisque entre Bangalore et Toulouse, on a quand même quelques milliers de kilomètres. Et c'est pour ça que je souhaiterais encore remercier surtout tous les acteurs industriels et aussi nos partenaires universitaires pour vraiment réaliser ces coopérations et alliances. Et là, une petite fenêtre sur la partie spatiale qui est quand même important aussi pour les chercheurs en stratégie et en management. Je vous remercie. Merci, oui, Cordula. Merci beaucoup pour cet exposé synthétique et plein de perspectives aussi. Alors, je vois l'heure, il est 20h10, donc on avait prévu effectivement, on a débordé, mais je pense que ça valait la peine. Mais parce que normalement nos rendez-vous s'arrêtent à 20h. Alors, je regarde en même temps sur le question answer là. Il n'y a pas eu de question. Alors j'en déduis que finalement tout a été extrêmement clair et que néanmoins, ce que je propose quand même, éventuellement, on pourrait prendre une ou deux questions là. On peut se donner 20h15. Hein, c'est que tous les orateurs se remettent en vidéo, puissent remettre leur vidéo pour qu'ils réapparaissent quand même, bon, sauf ceux qui n'ont pas la vidéo. Et puis s'il y avait une ou deux questions qui pourraient être écrites, parce que l'usage du micro, si tout le monde ouvre son micro, ça va être compliqué. Mais s'il y a une ou deux questions qui peuvent être écrites, nos orateurs se feront le plaisir d'y répondre. Voilà. Après, s'il n'y a pas de questions, il y a eu beaucoup de données, ça a été assez dense effectivement, et vraiment on a abordé beaucoup de sujets. Ce qui n'a pas été abordé, sauf par Mathieu Weiss, c'est la coopération dans le domaine des lanceurs, en fait, qui a été la première finalement. C'est amusant d'ailleurs, il en a parlé dans son exposé. Hein, et puis la coopération avec les satellites s'est ensuite mise en place. Les coopérations académiques, sont aussi finalement, Super-Héros plus récemment, mais à TBS finalement, il y a assez longtemps qu'il y avait déjà des liens tissés, donc c'est intéressant. Et souvent, c'est vrai que ça accompagne les coopérations académiques accompagnent souvent les initiatives industrielles de coopération. Ça, on le voit bien, c'est une démarche assez classique, mais c'est toute la richesse de ces coopérations. Voilà, donc je vois Michael Stepanov, Pierre Bousquet, Audrey Berthier du MEDES, Sarah de la Cité de l'Espace qui nous accueille ce soir virtuellement à la Cité de l'Espace. Je ne sais pas si vous avez remarqué quand même la fenêtre d'accueil, on voyait quand même le site de la Cité de l'Espace avec Ariane 5. On s'y croyait, on est presque à la Cité de l'Espace finalement. Voilà, je pense que Sébastien et Selma sont peut-être au bout du fil. En tout cas, voilà. Alors, je vois que le nombre de participants diminue quand même avec le temps, parce qu'il est peut-être l'heure d'aller dîner aussi. Donc, je vois qu'il n'y a pas de questions. Je vous propose de conclure cette séance qui était un peu pour nous et pour la Cité de l'Espace un petit peu novatrice là, sous cette forme-là. Et je pense qu'on va capitaliser là-dessus. À la fois, j'espère pas trop parce que ça voudrait dire que le Covid dure longtemps. Mais je pense que c'est intéressant. Il y a du progrès à faire. On a bien vu qu'il y a quelques couacs, mais merci à nos auditeurs d'ailleurs. Et puis, Sandra, je te laisse peut-être conclure avec quelques mots. Je vois que c'est enregistré aussi. Je te laisse la parole. Donc un grand merci à tous nos partenaires et nos participants pour cette soirée. Effectivement, le webinaire a été enregistré et on pourra le retrouver sur la page événements du site internet et sur notre chaîne YouTube, la chaîne YouTube de la Cité de l'Espace. Voilà, je vous donne rendez-vous. Alors, ce mois de novembre est un peu particulier. Le 18 novembre, nous vous tiendrons informés de la tenue en ligne de la conférence sur Mars que nous devions avoir avec France Projet. Et dans tous les cas, on se retrouve le 27 novembre pour une nuit des chercheurs organisée avec l'Université fédérale en live et en virtuel. Voilà, donc je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Merci Nicolas. Merci Sandra. Au revoir. C'était un plaisir. Au revoir à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Très bonne soirée. Au revoir. Au revoir.